Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Quand on accède pour la première fois au rôle de CMO, on a plein de questions. Comment gérer son équipe, comment interagir avec les autres C-level, comment se positionner en tant que CMO, d'autant que le rôle il a beaucoup évolué ces dernières années. Du coup, pour parler de ce sujet-là et voir un petit peu plus clair sur ces questions-là, je suis avec Emmanuelle Benoliel, qui est fondatrice de Sparkem et anciennement CMO d'Aircall, qui va nous aider justement un petit peu à creuser un peu mieux l'importance de ce rôle et puis comment est-ce qu'on l'aborde. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Axel. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. C'est un plaisir parce qu'en fait, c'est des questions qu'on entend un petit peu tout le temps et moi, j'ai beaucoup axé le podcast au début sur des sujets très tactiques au final, comment est-ce qu'on aborde telle problématique, tel canal, tel réseau, et un peu moins sur le rôle de CMO, alors qu'en fait, il y a plein de questions qui sont super importantes au final et qui conditionnent presque autant la réussite de ta mission que comment tu vas activer tel ou tel canal. Donc bon, bref, je parle beaucoup, mais je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, un peu mieux que ce que j'ai pu faire, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc aujourd'hui, je suis la fondatrice de Sparkem, fraîchement lancée, qui est une entreprise d'intérim part-time CMO et d'advisory marketing pour les startups et scale-up B2B. Donc j'accompagne des belles scale-up dans la construction de leur stratégie marketing pour vraiment de la croissance, de l'hypercroissance, pour passer essentiellement de 10 à 100 millions d'ARR. Avant ça, j'ai été CMO chez Aircall. Je suis arrivée il y a un petit moment, il y a 4 ans chez Aircall au début de l'aventure et j'ai construit l'équipe et j'ai participé à la croissance de 20 à 130 millions d'ARR aussi et j'ai plus de 16 ans d'expérience dans le SaaS B2B avec dans des entreprises telles que Salesforce, Tableau, Groupon et quelques autres. Ouais, c'est des noms quand tu les mets les uns après les autres, Tableau, Salesforce, Groupon, Aircall. Bon, ça va, effectivement, ça fait une carte de visite assez sympa. J'ai eu la chance d'être dans des belles entreprises au bon moment, toujours au début de leurs histoires. Voilà, un peu de chance d'aller dans les ou je sais pas, une des belles opportunités qui font que j'ai été dans les belles entreprises. Ouais, et puis certainement aussi que tu as 2-3 qualités qui font que tu as pu passer de l'une à l'autre et que ça s'est bien passé, quoi. Très cool, du coup, effectivement, tu as vécu plusieurs fois ces phases de scale et puis ces enjeux au final de faire grossir une équipe dans un environnement qui en plus est super challengeant. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du rôle de CMO. Déjà, j'aimerais te poser la question au début pour commencer. Comment est-ce qu'on devient CMO? Comment ça s'est passé dans ton cas? Est-ce que c'est de la promotion interne? Est-ce que on t'a c'est un changement que tu as fait au moment d'un changement d'entreprise, sur un recrutement? On est venu te chercher? Comment ça se passe? Alors, je ferai pas de mon cas une généralité, mais je vais raconter mon expérience. Pour ma part, ça a été une promotion interne. Je suis arrivée chez Aircall, j'étais, directrice marketing, enfin plutôt demande gen plutôt que marketing, donc vraiment focus, génération de leads pour les régions IMIA et APAC et progressivement avec le scale de l'entreprise, avec le Covid et le remote work, on a connu
une phase d'hypercroissance où j'ai récupéré d'abord des régions, donc les US, puis de plus en plus de scope. Puis mon ancien boss, qui était CMO, Jeff, est parti pour monter sa boîte au bout de 2 ans. Et donc, j'ai eu cette opportunité de récupérer son poste. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. On va dire la vérité. J'ai dû quand même faire mes preuves où on m'a d'abord mis à un poste de senior vice-présidente marketing où j'ai récupéré toutes les équipes marketing. Donc, je faisais le boulot du CMO sans forcément le titre pour voir si j'avais les compétences ou non pour cette taille d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est très différent d'être VP marketing, head of marketing que d'être CMO parce que tu n'as pas les mêmes problématiques et qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas en poste. Il y a beaucoup plus de discussions avec du board, des discussions sur la culture, de discussions organisationnelles. On est un peu moins dans le marketing, un peu moins dans l'opérationnel et donc il fallait s'assurer que ça me correspondait, que j'avais les compétences et que ça me plaisait. Ok. Après, pour répondre à ta deuxième question, comment on fait pour être CMO ? Sinon, globalement, autour de moi, ce que je vois, c'est que, sauf pour aller dans des petites startups où tu arrives CMO, qui est un équivalent d'un senior manager ou head of marketing, pour être un poste de CMO dans une plus grosse entreprise, c'est rare d'y accéder par la voie externe quand on n'a jamais été CMO. Ok. Généralement, il vaut mieux faire une évolution interne, devenir CMO, avoir le titre pour pouvoir accéder à d'autres postes de CMO. Si tu es VP, on va te proposer des postes de VP. Si tu es Head of, on va te proposer des postes de Head of ou peut-être des Directors, mais ça sera compliqué d'aller au poste de CMO si tu ne l'as pas encore sur ton CV. Donc, je recommanderais une évolution en interne, même courte, pour pouvoir aller sur un poste de CMO externe. Ok, ouais, effectivement. Du coup, c'est intéressant alors parce que toi, effectivement, t'es passé par cette promotion interne. Dans un premier temps, on t'a testé. Il y avait la possibilité potentiellement d'aller chercher un profil externe au final, du coup, si toi tu remplissais pas complètement la mission, c'est ça. Et puis après, du coup, effectivement, tu différencies. Donc, oui, quand on est CMO dans une petite startup, en tout cas qui démarre, comme tu l'as dit, c'est un peu l'équivalent peut-être du head of marketing. En tout cas, t'es manager d'opérationnel, on va Oui, dire, exactement. sur une petite équipe. Et puis, à moins, enfin, et du coup, si tu as l'occasion de scaler et de grossir avec l'équipe, bah, du coup, tu auras l'étiquette CMO et tu pourras naviguer sur d'autres postes. Mais sinon, c'est ce que tu dis, ça passe plutôt par la promotion interne parce que c'est assez difficile au final de passer le cap si t'as pas déjà eu le tampon, quoi. Exactement. En tout cas, dans l'univers des startups et scale-up. Après, Ouais, sur les grands comptes, c'est différent parce que c'est encore d'autres niveaux de CMO. Mais pour notre niveau, c'est essentiellement comme ça qu'on peut voir que ça se passe. très cool. Alors, deuxième question qui va avec ça. Toi, tu venais de la demand gen, tu l'as dit. Pour toi, c'est quoi un peu le profil idéal d'un CMO au final par rapport aux compétences qu'on peut avoir? Parce que c'est vrai que tu vois, d'où est-ce qu'on. Donc, toi, tu viens de la demand gen, c'est vrai que instinctivement, des fois, quand on pense aussi par exemple, au product marketing, t'as des sujets de positionnement, de messaging, enfin, qui peuvent être très, au final transverse et ça pourrait être une belle voie aussi au final pour accéder à ce type de responsabilité-là. Est-ce qu'il vaut mieux être généraliste, spécialiste? Enfin bref, comment tu vois le truc? Alors, j'ai une réponse qui va être totalement biaisée de par mon expérience, parce que moi j'ai grandi dans un univers de Mongen depuis toujours, donc j'ai vraiment une déformation professionnelle de comment on aide les sales à générer du lead. Mm, Ce qui a un gros avantage dans notre environnement et dans les startups et scale-up, parce que dans des phases d'hypercroissance ou même de croissance rapide sans être dans l'hypercroissance, ce qu'on nous demande, c'est des résultats de chiffre d'affaires, des résultats de ouais, croissance. Donc, on a besoin d'avoir cette connaissance ou en tout cas cette compréhension de la demande gen. Néanmoins, le scope du marketeur et du CMO s'est énormément élargi ces dernières années. On a de plus en plus de responsabilités, on est un peu le mouton à 5 pattes, on doit savoir tout faire. Et forcément, on peut pas tout savoir bien faire ou alors on se ment à soi-même. Donc, mis à part le fait de s'entourer d'experts chacun sur leur métier, il faut quand même un profil assez généraliste, comprendre chacun des métiers, en effet comprendre le product marketing qui est clé, mais on n'a pas forcément besoin d'être un expert du product marketing si on recrute un directeur ou un VP product marketing qui est très mm, très fort. Pareil sur la grosse, pareil sur les autres sujets, mais il faut quand même, de mon point de vue, avoir une vraie expertise revenu, quel que soit le titre qu'on lui donne dans les entreprises, mais en tout cas qu'on sache comment naviguer dans des phases d'hypercroissance ou de croissance pour générer du revenu et travailler avec les sales main dans la main. ok. Ouais, c'est intéressant en fait. C'est ce que tu dis, c'est que au final, t'es beaucoup challengé. Et puis c'est un peu ce que tu disais aussi, toi, sur la façon dont tu l'as vécu, sur ta capacité à prendre de la hauteur au final sur les objectifs business, sur le revenu, parce que c'est là qu'on est le plutôt challengé. Donc la voie royale, c'est un peu comme tu dis, bah, au final, la dimension, c'est vrai que t'es toujours objectivé sur ces KPI-là normalement. Donc c'est sûr que c'est
plus évident, peut-être comme évolution, mais en tout cas, du coup, effectivement, plutôt un profil généraliste pour pouvoir gérer les différents niveaux, puis après bien s'entourer, parce qu'on peut pas être expert de tout, quoi. Après, là où je mettrais un bémol sur ça, c'est mon ancien CMO, donc Jeff Rickers, qui est un Américain. Lui, il avait un profil très brand, storytelling, etc. Mais du coup, je suis venue être son bras droit sur la partie de Mongen. Et ça a été un excellent CMO parce qu'il avait des compétences totalement différentes des miennes, mais il s'est entouré d'experts sur ses points faibles, entre guillemets, ou en tout cas là où il avait le moins d'expertise, pour justement compléter ses performances et pouvoir être un bon CMO. Donc, si on n'est pas généraliste ou qu'on n'a pas cette expertise de Mongen, mais qu'on a l'intelligence de bien s'entourer, on peut être très performant aussi. Ok, super intéressant. Et donc en fait, c'est vrai que pour enchaîner un petit peu là-dessus, au final, ce qui va beaucoup changer aussi quand tu vas accéder à ce poste-là, c'est les relations que tu vas avoir, donc tu l'as dit, avec le head of sales ou avec le CEO potentiellement, les choses sur lesquelles on va te challenger aussi, sur lesquelles on t'attend. Euh, Comment est-ce que tu gères ces relations? Comment tu l'as vécu, toi, ce changement-là? Et puis après, j'ai une deuxième question qui vient ensuite. En fait, c'est un peu aussi comment est-ce que tu valorises en interne ce qui est fait côté marketing, parce que il y a plein de boîtes où c'est au final juste un support, une fonction support, et puis bah, du coup, effectivement, on a du mal aussi à communiquer en interne sur la valeur qu'on est capable d'apporter, quoi. Complètement. Alors, pour répondre à ta première question, en effet, les relations avec les autres C-level changent complètement parce que déjà, elles se créent, alors qu'avant, elles n'existent pas forcément. Donc, on a une place autour de la table, ce qui peut mettre un peu la pression parce qu'on n'est pas toujours préparé à ça. Il y a deux relations qui sont indispensables quand on arrive au poste de CMO. C'est la relation avec le sales leader, donc le chief sales officer, chief revenue officer, enfin, quel que soit son nom, Mhm. qui est censé être notre partner in crime. Vraiment, c'est notre binôme. C'est avec lui qu'on mange de la stratégie, qu'on dort de la stratégie, qu'on réfléchit à tous les plans, qu'on se met d'accord sur tout. Et c'est censé être le plus grand allié, ce qui fait que le jour où on présente au board, au COMEX ou à n'importe qui, on y va en front commun, ensemble, parce que c'est nous qui générons le revenu. Donc on sait que si on est aligné, normalement, l'argent arrive. On espère en tout cas. Ouais. La deuxième relation fondamentale, c'est avec le CFO, qui est une relation un peu plus complexe à installer parce que on ne parle pas du tout le même dialogue, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Là où eux, ils veulent être très efficaces, mesurer chaque dollar qui sort, nous, on va aller en dépenser et on va parfois avoir du mal à mesurer le retour sur investissement de nos actions, comme des actions de brand awareness, ou quand on a un système d'attribution qui est un peu bancal, comme on a tous. Donc, on essaye de trouver un moyen d'échanger. Concrètement, le CFO, pour moi, a été un peu mon bras gauche, parce que j'avais le bras droit côté sales, il était beaucoup plus senior que moi. Il m'a vraiment appris à définir quels sont les bons metrics, quels sont les North Star metrics, et pas regarder 50 metrics parce qu'on en a énormément. Et du coup, installer une relation de confiance entre nous. Il voyait que je maîtrisais le sujet marketing, il voyait que je maîtrisais tous mes metrics, mais en même temps, lui, il savait qu'il n'avait pas besoin de tout voir. Et donc, il m'aidait à vraiment analyser les bons chiffres dont lui avait besoin pour aller défendre nos budgets auprès du board ou auprès du CEO. Et cette relation est hyper importante. Et quand on arrive à créer cette confiance et ce niveau d'échange où lui nous fait confiance sur nos compétences ou nos expertises marketing, et nous on a confiance en lui sur le fait que du coup, vu qu'il sait qu'on fait pas n'importe quoi, il va aller défendre nos budgets, les relations sont beaucoup plus fluides. Donc je dirais que c'est deux relations qui sont vraiment fondamentales quand on arrive à ce poste de CMO. Ok. Et je sais Et plus quand quelle était ton autre question, pardon. Ouais, bah, c'est pas grave, j'y reviendrai après, mais quand tu dis du coup avec le CFO, il t'a appris à regarder les chiffres qui comptent, c'est au final sortir un petit peu des métriques marketing qui peuvent Exactement. être assez top of funnel pour te concentrer du coup sur des chiffres des métriques qui sont plus proches du business du coup et du véritable cash, enfin revenu Oui, quoi, en tout cas alors du coup. j'ai toujours regardé des chiffres proches du business, Ouais. mais c'était expliquer la stratégie de façon simple, la stratégie marketing de façon simple avec des KPI qui leur parlent. Si je te donne un exemple concret, Mhm. on va parler de conversion rate. Ouais. Conversion rate du nombre de sessions au nombre d'MQL. Ok. C'est comment est-ce qu'il évolue à travers le temps et pourquoi est-ce qu'on le suit comme North Star métrique? Parce que à session constante, à budget constant,
Si ton nombre d'MQL monte, c'est que ton conversion rate a changé et qu'il est meilleur. Et Mhm. du coup, c'est un North Star Metrics qui va nous permettre de mesurer l'efficience de notre stratégie marketing. Donc, c'est plus sur ces choses-là qui m'a aidé à se dire, bon, qu'est-ce qui est intéressant pour les financiers, pour les investisseurs ou pour le CEO, c'est de se dire comment on arrive à faire plus en dépensant autant ou en dépensant moins. Et donc, quels sont les bons KPI à regarder pour ça? Parce que pour un CEO, savoir le nombre de sessions sur le site, il s'en fout. On s'en fout, ouais. C'est Mhm. pas intéressant pour lui. Par contre, savoir que avec le même argent, on a ramené plus de leads, là, il est content. Ok. Ouais, donc en fait, c'est identifier les bons KPI et en même temps être capable de les expliquer, enfin, au final, de pourquoi c'est intéressant et puis derrière, comment les actions que tu veux mettre en place, elles vont influencer aussi. C'est ça, c'est enfin, Exactement. comment effectivement tu es censé influencer ces KPI-là, quoi. Exactement. Et du coup, ça relie à ta question d'avant, qui est comment on explique le marketing au En C-level interne, ouais. ou en interne. Au C-level, c'est vraiment basé sur des chiffres. C'est on fait ça parce que ça. On a des benchmarks, on a des datas concrètes, on connaît toutes nos datas sur le bout des doigts et surtout on sait si c'est bien, si c'est pas bien. Si je te dis mon conversion rate il est de 0,5, si je sais pas quel benchmark, je peux pas te dire si c'est bien ou pas bien. Par contre, si je sais que le benchmark en B2B sur le SaaS c'est de 2 ou 3%, je peux te dire ouf, on n'est pas bon, mais du coup la marge de progression elle est hyper importante. Et Mm. donc, pour expliquer le marketing auprès des C-level, ça va vraiment être des discours comme ça de voilà la stratégie. Tu leur parles comme si c'était des débutants du marketing de bon bah voilà pourquoi je fais cette stratégie. Jusqu'à présent, on était focalisé sur j'ai n'importe quoi, l'inbound pur sur le paid. Maintenant, ben ça coûte de plus en plus cher. Il faut trouver des nouveaux leviers plus long-termistes. On va aller investir sur la brand, mais X, Y, Z avec des chiffres très précis, des analyses de marché, des analyses de trends de marché. Et du coup, ils voient que tu maîtrises ton sujet et ça donne au marketing la place qu'elle mérite. Auprès des équipes, c'est différent. Ça dépend quelles équipes. Ça dépend ce que tu veux raconter. Au sein des équipes marketing, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Hein. Mm. Tu construis la stratégie marketing avec eux. Au sein des équipes produits, il faut donner la place à ton product marketing lead. C'est lui qui doit être vraiment ton point de contact et qui doit expliquer comment le marketing raconte l'histoire du produit. Avec les sales, c'était revenu marketeur, tes demand gen marketeur, comme on veut, qui vont aller avoir cette relation avec tous les sales leaders. Donc en fait, tu donnes à chaque personne de ton équipe le rôle de parler l'opportunité pardon de parler le même dialogue que ses stakeholders. Ce qui fait que les personnes comprendront normalement de quoi elles parlent. Ok. Je sais pas si c'est très clair, mais Ouais, si, si, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je suis intéressé parce que t'as parlé du head of sales, t'as parlé du CFO, et puis là, tu me parles de l'équipe produit. Quelle relation tu avais, pardon, avec le CPO? oui. Parce qu'au final, ces sujets de positionnement, de messaging, de roadmap et tout, le marketing, il a des insights marché au même titre que que le produit, et puis c'est pas forcément deux fonctions qui se parlent bien, ou en tout cas qui parlent pas le même langage, souvent. Comment est-ce que tu abordais cette relation-là? Alors on avait une relation quand même assez fluide. La product marketing director de chez Aircall est très forte et elle a une connaissance très approfondie et du produit et du marché et des clients. Donc, quand elle est arrivée, elle a passé, et même constamment, elle a passé énormément de temps à faire des écoutes de call. Elle a passé du temps avec les équipes Customer Success, avec les équipes support et avec les équipes produits pour vraiment comprendre l'intégralité de la Customer Journey, l'intégralité de la roadmap produit, etc. pour venir avoir la possibilité et la connaissance de dire c'est bien, c'est pas bien, il faudrait qu'on aille à droite, à gauche, etc. Donc, avec ces connaissances approfondies qu'elle a eues, elle a pu créer une relation très fluide avec le VP produit. Moi, de mon côté, avec le CPO, c'était assez simple. On se partageait plutôt les pain points. Qu'est-ce qui va pas, comment tu vois les choses. Là, sur le lancement de ma nouvelle feature, tu t'as pas assez mis en avant le go-to-market. Pourquoi? Et comme on avait tous les arguments, parce qu'on avait des raisons de ne pas faire X ou Y, on pouvait lui justifier, soit avec des chiffres, soit avec des trends de marché, soit avec des trends produits, de pourquoi on ne faisait pas telle ou telle chose. Et derrière, les relations, c'était vraiment du binôme. Au même titre que le field marketer est en binôme avec le sales leader, le VP product est en binôme avec le product marketer. Et c'est un binôme qui va construire toute la roadmap produit, qui va construire, analyser le marché et qui va donner
à manger, j'allais dire de la nourriture, c'est pas très beau, qui va donner à manger à l'équipe marketing globale pour définir, OK, maintenant qu'on sait ce qui se passe, comment on le raconte? Et du coup, tout décliner. OK, très intéressant et du coup, il y a pareil, c'est un titre que tu as mentionné, quand on parle de l'évolution un petit peu du rôle de CMO, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de CRO, qui arrivent, de CRO ou de CEO parfois, qui ont des profils qui empiètent un peu sur ce que fait le marketing. Comment tu vois, l'arrivée de ce rôle, l'évolution de la place et du rôle du CMO, du coup, dans ce contexte-là? Alors, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis dans ce que je vais répondre. Euh, pour moi, en tout cas, les profils que j'ai vus de CRO, CEO actuellement sont des profils très sales. OK. Et un sales ne sait pas faire de marketing, sauf s'il l'apprend. Ce n'est pas les mêmes métiers, chacun son expertise, c'est très différent. Ils ont tendance à se dire c'est facile parce que c'est de la demande gen et on sait ce qu'on veut faire. Non, ce n'est pas le même métier, ça s'apprend, c'est complexe, il y a énormément de leviers. Par conséquent, je ne suis pas pour les CRO ou les CEO parce que ça ne donne pas la place au marketing la place qu'il mérite. Pour moi, le marketing doit être au même niveau que le sales, au COMEX. Les deux doivent être à côté et partenaires pour défendre des choses communes. Mais si on met le marketing sous un CRO, souvent, en tout cas de ce que j'ai vu, j'ai pas fait toutes les boîtes, mais en tout cas de ce que j'ai vu, on se fait souvent écraser et le marketing n'a pas la voix qu'elle mérite et par conséquent le sales prend beaucoup plus d'ampleur et on fait pas toujours les bons choix stratégiques. OK, donc en fait, ouais, ce que tu dis un petit peu, c'est que si le CRO, enfin, si le head of sales et le head of enfin, si le CMO, du coup, et le head of sales s'entendent bien, en fait, il y a pas besoin de ce rôle-là, normalement. OK. En tout cas, ça dépend de la taille de l'entreprise. Peut-être que quand tu es dans des très grosses entreprises, tu n'as plus le choix parce que les équipes sont trop grosses. Mmh. Mais en tout cas, dans les entreprises dans lesquelles nous, on est, c'est suffisant si tu as deux personnes qui s'entendent bien et qui arrivent à travailler main dans la main. OK, très cool. Et Bah, plus écoute, merci. performant même. Oui, c'est vrai que de toute façon, cette relation sales market, c'est un petit peu, enfin, tu l'as dit, c'est un binôme, quand tout est aligné, normalement, l'argent rentre, mais c'est sûr que c'est aussi un binôme où il y a beaucoup de friction dans pas mal d'entreprises, et donc c'est une relation à soigner, quoi. Donc c'est des fois, peut-être qu'un chapeau au-dessus, au final, pour accorder les 2, c'est pas trop mal. Du coup, pour finir, on va se faire je voulais te faire une petite minute RH, en gros, mais si, donc tu deviens pour la première fois CMO, enfin, en tout cas, moi, tu vois, je me place plutôt dans l'aspect, donc tu disais au début, first time CMO, quoi. Tu vois, petite start-up et puis du coup, tu accèdes à un rôle de responsabilité, tu dois recruter tes premiers profils. Heu, Qu'est-ce que tu vas chercher en premier? Alors, first time CMO, tout dépend du stage de l'entreprise. Mais si on se dit que c'est une petite entreprise qui commence, personnellement, le premier recrutement que je ferais, c'est du product marketing. OK. Parce que on doit d'abord définir s'il y a un bon product market fit, on doit définir la vision, la mission, on doit définir le positionnement, le messaging, la value propre et tout ce qui est inclus dans le product marketing. Une fois qu'on a ça, là, on peut commencer à dérouler. Et derrière, je dirais que le deuxième rôle, ça serait un rôle un peu grosse généraliste parce que il faut qu'on confirme le product market fit. Donc, il faut qu'on rapporte du lead. Et du lead, même si c'est du court terme, mais on va aller taper les 5% du marché qui sont prêts. Euh, et dans ces cas-là, on fait du gros, on fait du paid, on fait de l'acquisition pure. Et après, tu développes beaucoup plus du contenu, du SEO, etc. Et cetera, et de façon plus large. OK. Ouais, c'est du product marketing, c'est aussi, peut-être une réflexion qui est influencée par ton profil à toi, où effectivement, vu que tu as plus l'expertise des main gen, du coup, Exactement. tu vas aller chercher cette compétence-là en premier, quoi. Et complètement, parce que hier, je parlais avec Selma, qui est CMO de SkillUp, qui, elle, a une expertise très forte en product marketing. Et pour le coup, elle me disait que sa première recrue serait pas un profil product marketing, parce que c'est quelque chose qu'elle pourrait faire, mais plutôt un profil un peu plus demand gen ou acquisition pure, parce que c'est des skills qu'elle n'a pas forcément. Ouais, bah, de toute façon, Selma, c'est marrant parce qu'on a enregistré un épisode aussi, ensemble qui va être diffusé juste avant ou juste après le tien, je sais plus exactement là, si j'ai pas le programme sous les yeux, mais où c'est ce qu'elle me disait. Au final, elle me disait le premier recrutement, c'est une partie que toi tu sais pas faire ou en tout cas tu veux te délester, mais que tu peux confier à un pan vraiment en toute sécurité et garder quand même des trucs cool à faire pour toi, quoi. Mais surtout, au début, fait pour moi, le product marketing, c'est tellement fondamental pour faire du bon marketing que si tu commences pas par ça, tu sais que derrière, tout peut être faux, quoi. Tout peut être biaisé. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. C'est clair. Et comment est-ce que tu vois, j'avais un échange comme ça avec un marketeur il y a en début de semaine là, qui me disait,
à quel moment, à quel palier tu décides de recruter aussi la première personne? Est-ce que tu avais des indications de niveau de revenu, ou de trucs comme ça à partir du moment où tu te dis: «OK, bah, là, si on veut passer ce cap-là de pipe généré, par exemple, là, ça justifie d'aller chercher des premiers recrutements, quoi»? Alors, on n'avait pas ça parce que rappelle-toi, c'était la période où, l'argent tombait à flot. Ouais. Donc et on avait vraiment des objectifs d'hypercroissance et qu'on était tous tellement sous l'eau que, c'était toujours plus. Ouais. Donc on n'avait pas à se dire: «Il faut qu'on atteigne tel palier de chiffre d'affaires pour recruter plus», parce que à peine le moment où on se disait ça, on avait déjà dépassé notre objectif de chiffre d'affaires, donc ça allait très, très vite. D'accord. Heu, donc je saurais pas forcément te répondre à ça. Je dirais que je ressens le besoin de recruter quelqu'un quand on est bloqué sur un sujet et qu'on voit qu'on n'a pas les compétences en interne, soit quand il faut vraiment accélérer la croissance et qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a plus le temps et que du coup on n'arrive plus à se dédoubler, suffisamment. Mais je le lirais pas forcément au chiffre d'affaires, ou en tout cas je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le relier OK. au chiffre d'affaires. Non, c'est intéressant. OK, et du coup, l'autre pendant de la médaille, du coup, donc tu étais CMO, je suis marketeur, je veux postuler dans ton équipe. Qu'est-ce que tu regardes sur un profil? C'est quoi une bonne candidature et qu'est-ce qui retient ton œil, en fait? C'est vrai, enfin, tu vois, il y a les classiques, CV, lettre de motivation, mais en même temps, c'est tellement difficile et les recrutements marketing, c'est peut-être un des jobs sur lesquels il y a le plus de candidats. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Alors, lettres de motivation, pour être sincère, je les lis pas trop. Je favorise les personnes qui me contactent en direct, parce qu'il y en a très peu. Donc, via LinkedIn ou autre, en fait, la vraie relation, c'est-à-dire que la personne qui va me parler vrai et pas forcément une lettre, de motive qu'on va copier-coller, à gogo, mais vraiment quelqu'un qui me parle quoi, qui me parle à moi, Emmanuel, et pas, moi la CMO. C'est, qu'est-ce que tu as à me raconter? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Derrière, sur le CV, si on parle vraiment de papier pur, je vais regarder les entreprises dans lesquelles cette personne a été. Pas forcément le job title, parce que ça veut tout et rien dire, mais vraiment les entreprises. Si c'est pour un poste dans une start-up, je vais m'assurer que la personne a déjà eu une expérience dans un environnement rapide. Mmh. Pourquoi je dis ça? Une personne qui n'a fait que des grosses boîtes, qui arrive dans un univers start-up, il peut se prendre un mur. Parce que le rythme est tellement intense que ça peut, générer des burn-out, ça peut être très compliqué à vivre. Donc je regarde qu'il y a au moins une expérience, même courte, ça peut même juste être un stage de 6 mois, mais au moins une expérience en start-up pour s'assurer que la personne sait où elle met les pieds. Et après, moi je fonctionne beaucoup au feeling. Donc le CV, je m'en fiche un peu en fait, sauf si vraiment il y a un truc qui sort, du commun. Ça va être dans l'échange qu'on va avoir. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une personne qui a un gros potentiel? Parce que dans les startups, on recrute des potentiels plus que des personnes qui ont des expertises. Parce que il nous faut des couteaux suisses, il nous faut des Mmh. personnes qui peuvent évoluer, qui sont agiles, qui sont flexibles. Et tu rentres à un poste de spécialiste, potentiellement dans 2 ans, tu es director parce qu'il va se passer plein de choses. Donc il faut quand même avoir un gros potentiel d'évolution et d'upskill. Et c'est ça que je vais plutôt challenger lors des discussions, et aussi avoir quelqu'un qui est sympathique, qui est dans la collaboration et avec qui j'aimerais travailler. OK, très cool. Donc je postule par le canal normal, mais en même temps, je te mets un petit message par LinkedIn pour sortir du C'est lot, ça. Et comme ça, je vais regarder directement et je vais dire: «Ah tiens, lui, on va l'appeler». OK, très cool. Non, mais c'est vrai, tu vois, au final, enfin, comme on le disait, tu noyé un petit peu dans les CV et dans les candidatures quand tu cherches à recruter quelqu'un, d'autant plus quand en plus tu es dans une belle startup qui a une belle visibilité et tout. J'imagine que ça doit être, très concurrentiel, quoi. Et du coup, au final, tu dis: «On peut quand même sortir du lot», au final, simplement en te contactant directement par LinkedIn, quoi. Ouais. Après, ce qui marche très bien aussi, c'est, les referrals. C'est Ouais. tu viens de la part de quelqu'un, tout de suite, on va surtout si c'est un player, tout de suite, on va regarder le CV, on va appeler la personne. Enfin, on va même pas regarder le CV, en fait, on va vraiment appeler la personne parce que les players ramènent des A. Ouais. Donc on sait que, normalement, on prend peu de risques. OK, très cool. Super, donc tu vois, encore un super argument pour travailler son réseau. C'est le premier truc que je dis moi quand je parle avec des indés, qui veulent se lancer, c'est: «Mais bosse ton réseau, travaille, va voir les autres indés aussi, c'est aussi de là que viennent les missions, quoi», mais au final, c'est aussi vrai pour les jobs, quoi. Complètement. Très cool. Bah, écoute, merci pour tout ce partage, d'expérience, Emmanuel. Si tu devais retenir une chose de notre échange, un conseil, que tu voudrais donner à un, wannabe CMO, du coup, ce serait quoi? Ça serait de prendre le temps, de ne pas brûler les étapes.
C'est top d'être CMO, on apprend plein de choses, mais c'est bien d'y aller progressivement et de prendre le temps d'apprendre. La nouvelle génération est quand même très impatiente. Ils aiment bien évoluer très vite. Ils en ont très vite marre de leur job. Mais il ne faut pas oublier que être CMO n'est pas une fin en soi et qu'on peut s'éclater avant et qu'on peut détester être CMO. Donc, moi, je dirais juste prenez le temps d'apprendre votre métier et d'évoluer progressivement. Il n'y a pas d'urgence, hein. On a toute la vie pour bosser. Donc, c'est vraiment prenez le temps pour chaque étape parce que chaque étape vaut le coup, professionnellement, j'entends, hein, d'être vécu. Bon, ça fait un peu niais de dire ça, mais ça vaut le coup parce qu'il y a un vrai apprentissage à À chaque étape, retenir à ouais. chaque fois. Ok, très cool. Bah écoute, merci beaucoup. Donc s'il y a jamais des petites questions pour toi, on peut te trouver, tu l'as dit, mais du coup, tu es sur LinkedIn? Sur LinkedIn, exactement. Ça marche. Bah écoute, merci encore pour tout, Emmanuel. Et puis bah maintenant, moi, je te souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.